Bonjour tout le monde, Oui, bonjour. vous allez bien? Voilà, donc désolé de ce petit retard, qui est indépendant à notre volonté. Bon, maintenant, on va y aller. Donc, j'avais envoyé une épreuve donc la dernière fois, puisque comme vous le savez, donc nous avons entamé les séries de révision. Je pense que Monsieur Diouf avait déjà commencé avec vous donc sur un aspect du programme. Bon, on va se relayer, lui et moi, donc sur différentes thématiques, donc pour vous aider au mieux de réviser et donc de préparer sereinement l'examen donc du bac. Voilà, donc bon, pour ma part, aujourd'hui, donc je vais entamer euh, un exercice donc type bac. Bon, un exercice type bac, comme vous le savez, regroupe euh, un sujet de restitution organisée de connaissances et aussi des compétences méthodologiques. Maintenant, dans les compétences méthodologiques, généralement, il y a des exercices qu'on donne. Donc, des exercices donc, de raisonnement et souvent aussi de situation d'intégration. Donc, on donne généralement. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, donc l'épreuve que je vous propose nous permet de revenir un peu sur les transmissions synaptiques, donc notamment donc les synapses chimiques. Donc, pour voir un peu comment donc est-ce que ces synapses-là fonctionnent. Donc, sur cette base-là, voir aussi comment le fonctionnement synaptique peut être influencé souvent par des molécules mimétiques qui peuvent avoir le même effet que le neurotransmetteur naturel, ou même le renforcer, ou parfois même avoir un effet contraire donc, par rapport au neurotransmetteur naturel. Maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, le deuxième exercice donc regroupe, rentre dans les compétences méthodologiques. Là, donc en exercice 1, donc nous avons la reproduction. Donc, je voulais revenir sur cette reproduction. Et enfin, n'est-ce pas, le deuxième exercice va aborder un peu donc la question, on va dire, du muscle squelettique et même un peu avec l'activité cardiaque, en fait, le cœur, on va dire, donc les muscles cardiaques. Donc voilà, chers élèves, donc ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Donc, on va commencer d'abord par l'exercice 1 de restriction organisée de connaissances. Comme vous le savez, qui est un exercice noté sur 5 points. Mais en réalité, c'est 6 points puisqu'on intègre généralement au niveau du barème un point de la présentation et également du plan de maîtrise de connaissances plutôt. Voilà, donc, et ça fait du coup 6 points au lieu de 6. Donc, il y a 5 points plus un point dans le barème pour le plan de la restriction organisée de connaissances. Maintenant, ici, ce qu'on nous propose dans ce sujet, donc c'est, bon, est-ce que quelqu'un peut lire déjà l'exercice? Quelqu'un peut-il nous lire? Euh, oui, euh, oui. Et, bon, il y a, Exercice 1. ouais, Restitution organisée des connaissances. En prenant l'exemple d'une synapse à acétylcholine, expose la succession des événements qui permettent la transmission de l'influx nerveux d'un motoneurone à la fibre nerveuse, puis explique comment une substance chimique mhm. mimi- Mimétique. mimétique comme le Mhm. curare peut perturber la transmission synaptique du message nerveux. Ton exposé sera structuré et illustré par des schémas annotés. Ok. Voilà, donc, merci. Donc, comme vous le savez,
quand on demande de traiter un exercice de restitution organisée de connaissances, c'est un exercice qui doit se bâtir autour de 3 points. Donc, l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, première chose à faire, donc, c'est déjà de construire son introduction. OK? Et ensuite, de développer et de conclure. Maintenant, dans l'introduction, comme on l'a appris, bon, il faut généralement essayer donc d'amener le sujet, poser la problématique, annoncer le plan. Et maintenant, les points de plan qui sont proposés dans l'introduction seront en réalité développés. OK? Mais aussi, retenir que la problématique que nous allons proposer doit normalement, si elle est bien posée, permettre donc d'avoir des points. Et les points qu'on se propose, n'est-ce pas, de développer, doivent également nous permettre de répondre à la problématique. Donc voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faut comprendre donc, quand on fait donc l'introduction. Donc, on va y aller. Donc, on va dire exo 1, donc restitution organisée des connaissances. OK. Donc voilà. Donc, on nous dit, comme votre camarade l'a lu tout à l'heure, donc, de prendre comme exemple une synapse à acétylcholine et d'exposer à partir de cette synapse à acétylcholine tous les événements qui permettent la transmission de l'influx nerveux d'un motoneurone à la fibre musculaire. Bon, déjà, quand on dit un motoneurone à la fibre musculaire, tout de suite, qu'est-ce qu'on a ici en réalité? On a affaire à quoi? À quelle structure anatomique? Oui, c'est une question que je pose. Donc, quelle structure anatomique nous avons ici? Donc, on nous dit la transmission de l'influx nerveux d'un motoneurone à la fibre musculaire. Nous avons quoi comme élément anatomique ici, comme structure anatomique? Oui, qui peut répondre rapidement? On avance. Oui, levez la main. OK, donc Aram. Bon, l'arrivée d'un potentiel d'action Hmm. va entraîner l'ouverture du bouton synaptique. Bon, c'est pas ça, en fait, excuse-moi, Aram, c'est pas ça, en fait, le sens de ma question. Donc, ce que je demande, c'est d'abord de Mhm. dire quelle structure anatomique nous avons faire ici. Parce qu'on nous dit que, donc, de donner les événements euh, qui mettent, qui permettent la transmission de l'influx nerveux d'un motoneurone à la fibre musculaire. Donc, nous avons quoi comme structure ici anatomique? C'est ça que je demande. Une Euh, structure anatomique. anatomique, voilà. Fatou, oui, oui, Fatoumata, oui, Fatima. La transcription synaptique. Non, non, quelle structure anatomique? Moussa, Oui, monsieur, je voulais dire ça. comment? Bon, je voulais dire la transmission synaptique. Non, non, je demande la structure anatomique. Oui, Seydou, Ba? C'est le bouton synaptique. Bien. Non, pas le bouton synaptique. Attention, hein? Anta, oui, Anta, ouvre le micro là. Un nerf. Oui, un nerf. Oui, on a un nerf, un motoneurone, donc un nerf moteur. Et maintenant, on nous dit que on veut une transmission entre ce nerf moteur au motoneurone avec la fibre musculaire. Donc, nous avons ici une plaque, on va dire, si vous voulez, une plaque motrice. Hmm. On a une plaque motrice ici. Parce que donc, ici, c'est une jonction, n'est-ce pas, neuromusculaire que nous avons là. Donc, ça, la structure anatomique. Donc, ici, nous avons affaire à une structure neuromusculaire. Donc, une synapse neuromusculaire. Donc, ça, tout le monde devait le voir tout de suite. Maintenant, sachant comment la synapse neuromusculaire est organisée, maintenant, déjà, on peut commencer déjà à visualiser ou bien quel phénomène ou comment les choses devraient se passer normalement. Donc, on nous donne un moteur neurone, n'est-ce pas, qui fait synapse avec un muscle, et maintenant, la transmission se fait entre un nerf moteur et une fibre musculaire, donc un muscle. Donc, c'est une jonction neuromusculaire. Maintenant, là, on nous précise qu'il faut prendre un exemple de l'acétylcholine, synapse à acétylcholine. Donc, ça, déjà, on nous le demande. Et maintenant, partant de là, d'expliquer comment maintenant, n'est-ce pas, une substance mimétique comme le curare, donc c'est-à-dire le curare qui peut mimer l'action de l'acétylcholine, peut maintenant perturber le fonctionnement de cette synapse acétylcholine. Donc ici, nous avons deux temps. Donc un temps où on va exposer donc les événements, n'est-ce pas, permettant de montrer comment, n'est-ce pas, grâce à l'acétylcholine, le message nerveux se transmet au niveau de la plaque de la jonction neuromusculaire. Et dans un deuxième temps, de voir si nous avons affaire à une substance qui mime l'action de l'acétylcholine, comme le curare,
comment est-ce que donc le fonctionnement se ferait? Donc, certainement, il y aura une perturbation du fonctionnement. Donc, voilà ce qu'on vous demandait en réalité de faire. OK? Maintenant, donc, pour l'introduction, comme j'ai dit, hein, donc, la démarche, n'est-ce pas, c'est vraiment donc d'essayer d'amener le sujet, comme on a dit, OK, de poser la problématique et enfin donc d'annoncer le plan. Maintenant, on peut introduire de N façon. L'essentiel, c'est de respecter donc la méthodologie. Bon, maintenant, moi, je vais proposer une introduction. OK? Voilà. Et maintenant, tout le monde va voir qu'effectivement, donc, on a essayé donc d'amener un peu le sujet. Après, maintenant, il s'agira de poser une problématique. OK? La problématique. Et enfin, donc, hein, d'annoncer le plan, ou en tout cas de dire comment, en fait, on compte en fait, résoudre. Maintenant, ce que je vous propose, c'est ceci. Donc, en introduction, donc, dans l'organisme, les muscles squelettiques sont sous la dépendance ou sous la commande des nerfs moteurs. Des nerfs moteurs. Donc, déjà, en le disant, donc, j'ai fait allusion donc, à la synapse ou à la jonction neuromusculaire. Donc, au nerf moteur. Non, le message nerveux qui parcourt le motoneurone traverse la motrice, puis déclenche la contraction du point. Le franchissement de la synapse neuromusculaire par l'influx nerveux nécessite la libération d'un neurotransmetteur comme l'acétylcholine. Néanmoins, cette transmission peut être perturbée par des molécules mimétiques. Ouais, voilà. Et maintenant, comment? Là, maintenant, je pose la problématique. Comment fonctionne une plaque motrice à acétylcholine? Point d'interrogation. Comment une molécule comme le curare peut perturber cette transmission? Synaptique.
Donc là, c'est juste pour peut-être qu'on puisse avoir les deux parties, c'est-à-dire la partie fonctionnement, OK, normal, avec l'acétylcholine, et l'autre, n'est-ce pas, le dysfonctionnement avec, n'est-ce pas, l'action mimétique du curare. OK? Maintenant, pour répondre à ces questions, là, c'est l'annonce du plan. Nous allons, dans un premier temps, exposer la succession des événements permettant la transmission de l'influx nerveux et dans un deuxième temps, expliquer comment le curare perturbe cette transmission. Point. Notre exposé sera illustré par des schémas simples. Donc voilà, chers élèves, ce que je vous propose comme modèle, n'est-ce pas, d'introduction. Oui, Cédou, va lever la main. Oui, Michel, Mhm. j'ai un petit problème quand je pose la problématique. Je Comment? voulais avoir une méthode. Bon, J'ai pas compris. quand je fais l'introduction, Oui. j'ai des petits steps pour poser la problématique. Donc, vous avez des problèmes pour poser la problématique. Oui. OK. Bon, toujours pour la problématique, essayez toujours de poser la question, OK, de quoi Mhm. est-ce qu'il s'agit? Quel est le problème? Mhm. De quoi est-ce qu'il s'agit? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'on me demande de résoudre? Donc, c'est-à-dire que, bon, parce que déjà ici, si on prend la texture donc comment on appelle ça, de l'exercice, bon, on demande Mhm. d'exposer les événements qui permettent la transmission. Donc là, quand on veut exposer les événements qui permettent la transmission, de quoi est-ce qu'il s'agit ici? De la transmission synaptique, de l'influx nerveux. En fait, on l'a Mhm. précisé, n'est-ce pas? Comme neurotransmetteur, l'acétylcholine. Donc, on va exposer ou donner D'accord. différents événements qui nous permettent, n'est-ce pas, de voir l'influx nerveux passer du motoneurone, neurone moteur, n'est-ce pas, au muscle, c'est-à-dire à la fibre musculaire. C'est juste ça. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? C'est notre problématique. Comment ça se fait, ce passage-là? OK? Et d'un autre côté aussi, on nous demande
d'expliquer comment le curare peut changer ce fonctionnement-là. Là également, c'est de voir impact ou bien comment le curare va modifier ce fonctionnement qu'on a exposé. Ça en fait la problématique. Voilà. Et maintenant, toujours aussi, dans le devoir, on vous donne ce qu'on appelle des verbes d'action. Ces verbes d'action vous donnent toujours la manière de dire. C'est-à-dire que quand on vous dit d'exposer, donc c'est ça qu'on vous demande. La compétence ici, c'est voilà, comment j'expose les événements. Ça qu'on me demande. On ne me demande pas de les analyser, on ne me demande pas de les interpréter. Voilà, on me demande de les exposer. Pareil également, on me demande d'expliquer comment le curare peut modifier le fonctionnement. Là aussi, on ne me demande pas de comparer, on ne me demande pas d'analyser, on me demande de faire une explication. Ça, c'est important. Et aussi, si dans le devoir, il a été précisé de faire des schémas, des illustrations, il faut également le préciser. Donc, toujours, ces verbes-là nous donnent toujours la manière, n'est-ce pas, de faire, la manière donc de résoudre la problématique qui est ici, n'est-ce pas? Comment est-ce que donc la transmission dans une synapse acétylcholine se fait? Comment est-ce que donc le curare, qui est donc un poison, on va dire, peut modifier le fonctionnement d'une synapse acétylcholine? C'est juste ça qu'on demande. OK? Donc, toujours est à l'esprit ça. Donc, je vais amener le sujet, n'est-ce pas? Je vais poser la problématique, je vais annoncer le plan. Donc, systématiquement, il faut qu'on voit distinctement donc, ces trois parties dans le devoir. Donc, amener le sujet, la problématique et l'annonce du plan. Donc, ce sont les trois parties qu'on doit avoir donc, au niveau de l'introduction. OK. Maintenant, pour ne pas trop écrire, parce que ça va être long, je vous propose juste, n'est-ce pas, un plan, n'est-ce pas, sur la base, n'est-ce pas, duquel on peut faire donc le développement. C'est-à-dire répondre, n'est-ce pas, aux comment on appelle ça, questions, c'est-à-dire le fonctionnement, ok, mais également la perturbation par le curare du fonctionnement de la synapse à acétylcholine. Donc, toujours aussi, quand on, quand on développe, quand on développe aussi, les paragraphes à développer, il faut toujours les titrer. Parce que ça, en fait, une des différences avec la dissertation française. Bon, souvent les gens parlent de dissertation en SVT, bon, c'est un terme que je n'aime pas trop, bon, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de... En fait, c'est vrai qu'il y a des ressemblances, mais quand même, il y a des différences entre, justement, on va dire, la dissertation française donc, et la restitution organisée de connaissances. Donc, et une de ces différences-là, justement, est les titres qu'on donne aux paragraphes ou les sous-titres qu'on donne, n'est-ce pas, aux différentes parties. Donc ici, on va dire grand 1, si vous voulez. Donc le fonctionnement de la plaque motrice ou bien de la synapse à acétylcholine. Donc le fonctionnement de la synapse à acétylcholine. Ça, c'est la première partie. OK? Et là, comme tout le monde le sait, donc il faut partir de l'arrivée du potentiel d'action. Parce que n'oublions pas que nous avons un neurone ou un motoneurone qui amène l'information, n'est-ce pas, au niveau du muscle, au niveau de la jonction. OK? Et maintenant, cet influx nerveux-là qui arrive par le motoneurone va faire quoi? Comme tout le monde le sait, va déclencher l'entrée des ions Ca2+, OK, dans le bouton synaptique. Et quand ces ions Ca2+ entrent dans le bouton synaptique, donc ça va activer, n'est-ce pas, les vésicules et, n'est-ce pas, nous allons avoir une libération du neurotransmetteur ici, en l'occurrence l'acétylcholine, dans la fente synaptique. OK? Et maintenant, la libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique va permettre à cette dernière, à cette molécule, donc de se fixer sur les récepteurs spécifiques, donc sur la membrane postsynaptique. Donc, membrane postsynaptique, donc située au niveau musculaire. Et maintenant, cette fixation-là va, n'est-ce pas, dépolariser la membrane postsynaptique, donc avec justement, qu'on appelle ça, l'ouverture des canaux NA plus chimiodépendants, n'est-ce pas, qui vont générer un potentiel postsynaptique. OK? Et maintenant, ce potentiel postsynaptique, une fois le seuil atteint ou dépassé, va générer, n'est-ce pas, un potentiel d'action musculaire
qui va être conduit au niveau des sarcomères, n'est-ce pas? Et leur arrivée au niveau des sarcomères va permettre donc la contraction, n'est-ce pas, du muscle, puisque le sarcomère va se raccourcir et son raccourcissement va entraîner la contraction musculaire. Donc voilà, en gros, n'est-ce pas, les événements qu'il faut évoquer ici, n'est-ce pas, pour exposer, n'est-ce pas, le déroulement de cette transmission-là. Donc je répète encore, donc le phénomène commence par l'arrivée du potentiel d'action au niveau, n'est-ce pas, de la jonction. Son arrivée va déclencher, n'est-ce pas, la libération des ions Ca2+ par le réticulum. OK? Et ces ions Ca2+ qui entrent dans le bouton vont activer les vésicules. Ces vésicules vont libérer le neurotransmetteur, n'est-ce pas, qui renfermait, notamment ici l'acétylcholine dans la fente synaptique. Et la libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique permet sa fixation au niveau des récepteurs spécifiques. Et ces récepteurs vont permettre donc une ouverture des canaux Na+ chimio dépendants qui vont dépolariser cette membrane synaptique et, si le seuil est atteint, génère un potentiel d'action musculaire. Et ce potentiel arrive au niveau des sarcomères pour le raccourcissement, donc entraîner ainsi la contraction du muscle. Donc voilà, n'est-ce pas, les événements qu'il fallait exposer, n'est-ce pas, entre, comment on appelle ça, le motoneurone et la fibre musculaire, ici donc qui est donc la structure postsynaptique. C'est bon? Et maintenant, là aussi, faire un schéma pour illustrer justement, n'est-ce pas? Bon, le schéma, je le fais peut-être vite fait. Euh, oui, arabe. Allô? Alors oui. Oui, monsieur, pourquoi on parle pas de, mais après la naissance d'un potentiel d'action musculaire, euh, pour- pourquoi pas on parle pas du mécanisme du potentiel d'action musculaire comme permettant ainsi la fixation des ions Ca2+, et l'actine aussi qui tire sur la myosine. Non, là, je vois un peu. Donc là, c'est de façon détaillée parce que là, on juste demande d'exposer les événements. Donc, on n'a pas Ah, d'accord. demandé d'expliquer le déroulement, n'est-ce pas, du phénomène. Donc, on expose juste les événements, n'est-ce pas, qui se passent. Vous D'accord. comprenez? Voilà, c'est juste ça. Oui, je comprends. Voilà. Donc là, on expose les événements, mais on n'est pas dans une logique d'explication du déroulement du mécanisme. D'accord. C'est bon? Oui. Voilà. OK. Et donc, comme je disais, donc là, j'ai juste, oui, Fatoumata. Monsieur, Fatoumata. Oui, on pouvait s'arrêter sur l'entrée des ions Na+, qui provoque le PPSE, qui provoque une dépolarisation, qui voilà. inverse la polarité membranaire, d'où le PPSE. On peut Oui, s'arrêter là-bas. non, mais puisqu'on a parlé de, comment on appelle ça? Euh, donc, attends, on a dit transmission nerveuse, ok, puis, oui, oui, on peut même s'arrêter à ce niveau-là, hein, Oui, on peut même ne pas aller jusqu'au, n'est-ce oui, pas, au sarcomère, oui, parce que c'est juste la transmission. Donc, dès que donc, le message est transmis, donc nous, on en fait notre part, voilà, parce que la question qui était posée clairement, c'est donc oui, d'exposer les événements qui se succèdent, qui permettent la oui, transmission de l'influx nerveux du motoneurone au muscle, donc à la oui, fibre musculaire, point. oui, Donc, ouais, effectivement, donc on peut également s'arrêter à ce niveau-là. C'est pour ça donc il ne faut pas entrer dans dans une... l'explication disant que voilà, il y a donc fixation, voilà, donc Oui, leptine, etc., la myosine qui se nomme. oui, Donc, à la limite, parler même du fait que donc, une fois qu'on oui, a ces PPSE, qui, une fois oui, suffisant, oui, font naître un potentiel d'action musculaire qui pourra oui, après, n'est-ce pas, entraîner la contraction. Point. À la limite. oui, Mais voilà, mais oui, on n'est pas obligé, en tout cas, c'est pas demandé, n'est-ce pas, oui, d'être vraiment dans la logique d'expliquer le mécanisme. oui. Voilà. D'accord. C'est bon? Oui, oui, Voilà. oui, merci. Voilà. OK. Donc, comme je disais, donc là, nous avons donc les sutures. Donc là, nous avons, on va dire, les récepteurs acétylcholine que je matérialise là. Et comme j'ai dit, nous avons donc un influx nerveux qui arrive là, donc au niveau du bouton. Là, ce sont les vésicules. Et donc, l'arrivée va permettre donc l'entrée des ions Ca2+ dans le bouton. Et quand ces ions Ca2+ entrent dans le bouton, ça permet donc la libération
de neurotransmetteurs, donc qui sont ici l'acétylcholine, qui va se fixer. Et en se fixant, donc, ça dépolarise la membrane postsynaptique, donc, et permet à l'influx nerveux, n'est-ce pas, de continuer au niveau musculaire, donc jusqu'à ce que ça arrive donc au niveau de la plaque, au niveau des sarcomères et permettre ainsi donc leur raccourcissement aux contractions. Donc voilà de façon simple, hein, donc schéma montrant donc cette transmission-là. OK? Maintenant, deuxième partie de l'épreuve, c'est maintenant la perturbation, on va dire, par le curare, le fonctionnement. Donc, on va dire donc donc perturbation à transmission par le curare. Voilà. Et là, c'est juste montrer que le curare est une molécule, en fait, c'est un poison d'origine végétale, on va dire, qui va mimer l'action de l'acétylcholine. Bon, le mimétisme ici, c'est fait par le fait que ce curare-là, tout comme l'acétylcholine, a la capacité de se fixer au niveau des récepteurs, n'est-ce pas, postsynaptiques, la curare. Voilà. Et donc, et en se fixant comme l'acétylcholine, donc, le curare va avoir un effet. OK? Et l'effet généralement, c'est généralement de bloquer la transmission synaptique. Puisque comme vous le savez, le curare entraîne en fait une paralysie. Donc la paralysie, c'est dû au fait que justement l'influx nerveux ne passe pas. OK? Et donc là, le curare a mimé l'acétylcholine, mais a eu un effet contraire, puisque le curare a généralement tendance à bloquer justement donc la transmission du message, n'est-ce pas, au niveau de la synapse. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut expliquer. Donc, quand on parle de molécules mimétiques, ce sont des molécules qui ont la capacité aussi de se fixer sur les récepteurs, n'est-ce pas, spécifiques, tout comme le neurotransmetteur naturel. Mais leur fixation peut avoir des effets contraires ou parfois avoir des effets contraires, n'est-ce pas, à ceux, n'est-ce pas, donnés par le neurotransmetteur naturel. Et ici, dans le cas de cette synapse, n'est-ce pas, neuromusculaire, n'est-ce pas, le curare peut, comme l'acétylcholine, se fixer, mais en se fixant sur les récepteurs, le curare va avoir un effet contraire, c'est-à-dire quoi? Il va bloquer la transmission synaptique. Et donc, le message ne passe pas. Donc, voilà, n'est-ce pas, en gros, n'est-ce pas, ce qu'il fallait tout simplement expliquer. Et là également, même chose, hein, un schéma simple qui illustre, donc vous montrer que, donc, nous avons, comment on appelle, la transmission. Bon, par exemple, j'illustre un peu le schéma. OK, toujours. OK. Et là, nous avons toujours notre, on va dire, neuromoteur. Nous avons également nos récepteurs postsynaptiques. Nous avons normalement, donc quand l'influx nerveux arrive, ok, nous devons avoir la sortie d'acétylcholine. Mais le problème, c'est quoi? À côté de l'acétylcholine, on peut trouver, n'est-ce pas, des molécules mimétiques, comme le curare. Bon, on le représente ça comme ça, par exemple, qui ont la capacité, comme le neurotransmetteur, n'est-ce pas, de pouvoir se fixer. Donc là, on va dire c'est acétylcholine. Et là, on va dire que c'est curare. OK? Et donc, ce curare-là, en se fixant sur, n'est-ce pas, on va dire les récepteurs, va empêcher la transmission du message nerveux. Donc, le message nerveux ne sera pas transmis, donc sera bloqué. Et son blocage va entraîner donc une paralysie, n'est-ce pas, de l'individu, par exemple, ou bien de l'animal. Donc voilà, chers élèves, donc ce qu'il fallait comprendre, n'est-ce pas, par rapport à cet exercice, où vous, où on mesure un peu votre compréhension, ou en tout cas, est-ce que vous savez expliquer comment, quels sont les événements qui se déroulent, n'est-ce pas, quand nous avons affaire à, n'est-ce pas, une synapse chimique. Donc, comment l'information est transmise,
n'est-ce pas, est transmise plutôt, OK? Et comment également l'information peut être perturbée quand nous avons affaire à des molécules, n'est-ce pas, malheureusement, qui miment l'action de neurotransmetteurs, mais malheureusement peuvent avoir donc des effets contraires, comme ici, dans le cas du curare. Oui, Fatoumatou? Monsieur, on peut dire que le curare inhibe l'action de l'acétylcholine. Oui, ou bien ne permet pas à l'acétylcholine de s'exprimer, puisque, comme j'ai dit, le même utilise ici, c'est le fait que le curare, tout comme l'acétylcholine, peut se fixer sur les récepteurs. Et donc, le fait que le curare se fixe sur le récepteur, évidemment, empêche la fixation de l'acétylcholine. Et quand l'acétylcholine n'est pas fixée, l'acétylcholine n'aura pas d'effet. Mhm. N'aura pas d'effet. Oui, oui. D'accord. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, autre chose. Donc, voilà, n'est-ce pas, ce qu'il fallait faire. Et maintenant, enfin, pour la conclusion, donc, comme certainement on a dû vous le dire en classe, la conclusion, il y a deux façons de conclure. Donc, soit on fait, n'est-ce pas, une conclusion, on va dire, qui est fermée, c'est-à-dire qui n'offre pas de perspective, donc ça s'arrête sur le sujet, ou bien on fait une conclusion ouverte où maintenant on, n'est-ce pas, débouche sur une autre problématique qui n'avait pas été, n'est-ce pas, prise en charge dans l'épreuve ou dans le sujet. Donc, c'est à vous de voir est-ce que vous préférez fermer ou ouvrir. Et généralement, quand on ouvre, souvent, c'est par un questionnement aussi. Voilà, par un questionnement. OK? Par exemple, ici, on a parlé des synapses chimiques avec l'acétylcholine. Maintenant, une question d'ouverture serait peut-être d'évoquer le cas des synapses électriques. Par exemple, quelqu'un peut voilà, évoquer le cas des synapses électriques pour voir qu'en serait-il si on avait affaire à une synapse électrique, par exemple. OK? Ou bien, qu'en serait-il si on avait affaire à une synapse, n'est-ce pas, inhibitrice? Parce qu'apparemment, ici, l'acétylcholine est une synapse. En fait, l'action de l'acétylcholine a un effet excitateur. Donc, on a affaire à une synapse excitatrice. Maintenant, si on avait affaire à des synapses inhibitrices, n'est-ce pas, qu'est-ce qui serait passé, par exemple? Donc, voilà, n'est-ce pas, euh, des éléments sur lesquels on peut se baser, n'est-ce pas, pour ouvrir, par exemple, le sujet. Mais si on veut, comme j'ai dit, on peut s'arrêter à uniquement la synapse à acétylcholine, n'est-ce pas, faire un résumé, n'est-ce pas, de ce qu'on a développé, n'est-ce pas, précédemment ou bien en haut. Donc voilà, chers élèves, n'est-ce pas, ce qu'il fallait faire en gros, donc par rapport à cet exercice. Donc s'il n'y a pas de questions, donc on va attaquer donc l'exo 1 de compétences. OK. Donc on va dire, bon, maintenant je rappelle que le corrigé, hein, donc une proposition de correction de corrigé, on va dire, vous sera proposée dans ce panel. Donc comme ça, voilà, vous pouvez avoir tous les détails. Voilà, donc par rapport à ce que je viens de dire. Mais comme je dis, la gestion organisée de connaissances est un type d'exercice c'est ouvert, hein. Voilà, je dis pas que c'est le seul type ou bien c'est la seule façon, n'est-ce pas, de faire. Il peut y avoir une façon de faire. Voilà. Mais le plus important dans tout ça, c'est vraiment de respecter la démarche, la méthodologie. Voilà, donc respecter les différentes parties. Voilà, donc avoir pour chaque partie les différentes composantes. Voilà, donc ça, le plus important. Maintenant, la façon de le faire, ça dépend de tout un chacun. Donc, tout le monde a sa façon de faire, de dire les choses, n'est-ce pas, par rapport à lui, par rapport à son niveau de langue, etc. Donc, tout ça, ça entre en fait en jeu ici. Oui, Wilan, ah oui, je pense lever la main. Wilan, bien, d'accord. Donc, je vois plus. Oui, ah oui, Wilan, je pense qu'il avait levé la main, toi, là. Oui, monsieur, est-ce que vous pouvez Oui, revenir sur l'explication du grand E? pour le grand 1. Oui. OK. Bon, pour le grand 1, donc, c'est quoi? Donc, on a dit le fonctionnement de la synapse à acétylcholine. Maintenant, je disais que ici, la question, c'était d'exposer. On nous a juste demandé d'exposer les événements ou la succession des événements aboutissant justement à la transmission. Maintenant, je disais que il faut partir toujours ici du motoneurone, de l'influx nerveux du motoneurone. Voilà. Et maintenant, tout le monde sait que d'abord, il y a son arrivée au niveau euh, de la jonction. Et son arrivée au niveau de la jonction, n'est-ce pas, permet la libération, hein, on va dire, des ions Ca2+. OK? Ces ions Ca2+, pénètrent
le bouton, activation donc des vésicules, libération du neurotransmetteur, ici, en l'occurrence l'acétylcholine, dans la fente synaptique. Après fixation de l'acétylcholine, n'est-ce pas, et dépolarisation de la membrane postsynaptique avec l'ouverture des canaux NA+ simio-dépendants. Donc là, si on le fait, ça veut dire que le message est passé. Voilà. Et maintenant, on avait dit que on peut, si on veut ajouter, fait que, n'est-ce pas, ce passage-là peut générer un PA musculaire qui peut entraîner une contraction. Voilà. Ou bien s'arrêter à ce niveau-là, sachant que c'est la transition qu'on nous a demandé. Mais en aucune façon, donc, il faut entrer dans les détails d'explication du mécanisme. Ce n'est pas ça qui est demandé. Donc, on n'a pas demandé d'expliquer le mécanisme de transmission. C'est juste maintenant d'exposer les événements, n'est-ce pas, aboutissant à la transmission. Ah ouais, c'est bon? Toi? OK. Donc, ça veut dire que donc, c'est bon. Donc, on va donc avancer. Donc, maintenant, on va attaquer donc l'exo 1 de compétences. On y va? Pour le but. Maintenant, pour l'exercice 1, donc on va dire 1, compétences méthodologiques. Maintenant, pour les compétences méthodologiques, nous avons, on va dire, l'exercice 1. Là, oui, Awa, levez la main. OK, elle a baissé là. OK, maintenant, quelqu'un pour nous lire juste. Bon, je rappelle que ce type d'exercice, c'est une situation d'intégration. Donc, on donne, bon là, la démarche, c'est quoi? On donne un ensemble de documents. Chaque document renfermant des informations. Maintenant, ces informations doivent être, euh, on va dire, tirées. Comment? À partir d'une analyse qu'on fait. Et après l'analyse, on fait une déduction, n'est-ce pas? Ou bien une conclusion partielle, si vous voulez. Et maintenant, à la fin de l'exploitation de tout le document, de faire maintenant une synthèse. Maintenant, la synthèse nous permettra d'intégrer l'ensemble des documents ou des informations de documents, mais dans le but de répondre justement à la question qui a été posée. Donc, ici, en l'occurrence, on nous demande, à partir des informations extraites des documents 1, 2 et 3, de mettre, n'est-ce pas, qui ont été mises à notre disposition, donc de mettre en relation avec les connaissances que nous avons, de proposer une explication sur le pourquoi de la faible concentration plasmatique, n'est-ce pas, en testostérone, n'est-ce pas, chez cet individu, c'est-à-dire chez Mouché A. Donc, qui apparemment a des problèmes, n'est-ce pas, puisque, n'est-ce pas, il présente un retard de puberté, puisque ses testicules sont de petite taille, puisque également sa concentration en testostérone est très faible, très basse. Ok. Maintenant, on veut comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait tout ça? Ok. Et maintenant, pour cela, on nous a donné un ensemble de documents, donc 3 documents. Et ce qui est demandé, c'est donc d'exploiter ces documents, n'est-ce pas, dans le but de répondre à la problématique. Donc, je répète encore, ce genre d'exercice qu'on appelle donc la situation d'intégration voudrait que les documents qu'on nous donne, qu'on les analyse en vue de tirer les informations contenues dans le document et de tirer une déduction et une conclusion partielle. Maintenant, l'ensemble des déductions ou conclusions partielles, si vous voulez, qui ont été dégagées de chaque document seront maintenant mises en commun. Et la mise en commun nous permet donc d'intégrer l'ensemble de ces informations, mais dans le but, encore une fois, de répondre à la question donc, qui a été posée. OK? Voilà. Donc, ici, si on prend le document 1, bon, qui peut nous expliquer qu'est-ce que nous avons dans le document 1? Oui, Fatoumata. On constate que la concentration de LH et de FH chez un individu témoin est largement supérieure à la concentration
de LH et FSH c'est monsieur A. C'est monsieur A. Monsieur Très A. bien. Voilà. Parce que si on regarde pour monsieur A, on a des taux plasmatiques en LH qui sont très, 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 très faibles. Parce que là où un individu normal a entre 2 et 10, n'est-ce pas? Et chez monsieur A, pour la LH, il a une valeur de moins de 0,9. Et pour la FSH aussi, pareil, pour des valeurs, n'est-ce pas, normales, qui tournent entre 1 et 12, lui, il a une valeur qui est inférieure à 0,4. Donc, on voit que le taux de FSH et de LH plasmatique sont anormalement, n'est-ce pas, faibles. Anormalement, donc, oui. Ça, c'est ce que donc le document nous permet donc de voir. Et maintenant, nous, dans l'analyse, ce document, donc on va dire document, attendez, ok, voilà, document 1. Donc, ce document, comme on l'a dit, représente quoi? La concentration plasmatique. Donc, on va dire, ce document, donc ça, c'est une partie de l'analyse. Ce document représente les concentrations plasmatiques de LH et de FSH. Chez qui? Chez un individu témoin et chez monsieur A. Voilà. Et comme l'a dit votre camarade Fatoumata, on constate constate que les concentrations plasmatiques de LH et de FSH chez monsieur A, bon, je vais abréger, je vais mettre MA, monsieur A, sont très, sont très faibles, contrairement aux témoins avec des valeurs inférieures aux valeurs normales. Maintenant, arrivé à ce stade-là, quelle déduction on peut faire? Donc, quelle conclusion partielle on peut tirer? Donc, on voit que en regardant donc le tableau qui montre les taux plasmatiques de LH et de FSH chez le sujet malade, notamment Moucha A, en comparant avec le témoin, on se rend compte que lui, point pour lui, les taux de FSH et de LH sont anormalement, n'est-ce pas, faibles. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut donc tirer comme déduction ou bien comme conclusion partielle?
Oui, quelqu'un nous propose rapidement quelque chose. Bon, levez la main pour ceux qui veulent intervenir ou agir, réagir. Oui, Fatoumata. On peut dire que la concentration faible de LH et de FSH est à l'origine de la concentration plasmatique est à l'origine de la concentration plasmatique de testostérone très basse. Attention, attention, attention. Voilà, parce que déjà, attention, parce que là, c'est une partie du problème. Est-ce que c'est tout le problème? Et là, justement, il faut voir les autres documents, ce que les autres documents donnent comme information. Mais ici, de façon très précise, ce qu'on sait, ce qu'on sait, c'est que il y a un taux plasmatique très faible en FSH et en LH. Ça, on le sait. Ça, c'est clair. Voilà. Mais est-ce que c'est ça le problème seulement? Voilà. Et d'ailleurs, on verra que c'est pas que ça. Voilà. Mais ça, en fait, il y a peut-être une cause derrière. Mais là, ce que le document montre, si on s'arrête qu'à ce document, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? La concentration de LH et de FSH chez monsieur A est très faible par rapport au sujet normal. Oui, mieux encore. Oui, mieux. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Personne? Mais, oui, Kodou, Dem, tu peux ouvrir le micro? Le monsieur A Mhm. présente une production très faible des hormones LH et FSH. Oui, ou encore. Mais on sait que la FSH et la LH, déjà, c'est quoi? Ça représente quoi? Ce sont ces hormones-là, c'est quoi? On les appelle aussi comment? Hormones. Oui, oui, Bakary, oui, Bakary a levé la main. Bon, il est parti, avec la main, on dirait. Oui, Mamcher, il faut ouvrir le micro. Bon, voilà. OK, je vois. Oui, Mamcher, oui. Bon, je vois dans le chat, bon, le micro, bon, Bakary apparemment a un problème de micro. Euh, donc, Yacine demande c'est quoi là? Oui, Imam Cheikh a levé la main. Oui, Est-ce qu'il ne s'agit pas des gonadostimulines? voilà, très bien. Donc, réponse donnée également par Mam John. John. Effectivement, donc FSH et là, ce sont des gonadostimulines. Mais on sait que les gonadostimulines sont produits par qui? Ils Qu'est-ce sont qui produit les produits, gonadostimulines? Oui, c'est l'hypophyse. très bien. C'est produit par l'hypophyse. Donc, on peut dire par rapport à ce tableau-là que donc l'hypophyse de Moucha A ne produit pas suffisamment de gonadostimulines. Parce qu'on voit que le taux est très, très faible. OK? Donc, c'est inférieur, très largement inférieur à la normale. OK? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, n'est-ce pas, FSH, pareil, très faible. LH aussi, pareil, très faible. Or, on sait que ces hormones qu'on appelle des gonadostimulines sont produites par l'hypophyse. Donc, on peut dire, en résumé, en conclusion, bien en déduction, que l'hypophyse de Moucha A ne produit pas suffisamment de gonadostimulines.
C'est ça qui a peut-être entraîné ces taux anormalement bas, bien anormalement faibles. Donc, on va dire, donc, l'hypophyse on va dire, Moucha A, ne produit pas suffisamment de gonadothymuline. Maintenant, voyons voir maintenant le document, le document 2. Maintenant, dans ce document 2, donc, on dit que donc, chez certains patients plutôt présentent les mêmes symptômes que Moucha A, ok, c'est-à-dire avoir un taux faible, n'est-ce pas, plasmatique faible de LH et de FSH. Et ces patients reçoivent un traitement par injection de GnRH toutes les 2 heures. On leur injecte, n'est-ce pas, de la GnRH. On mesure ensuite chez ces patients la concentration de LH, mais également de testostérone avant et pendant le traitement. OK? Et après cela, on fait suivre à Moucha A le même traitement, c'est-à-dire une injection de GnRH aussi, toutes les heures chez Moucha A. Maintenant, les résultats sont donnés par, n'est-ce pas, le tableau qui est en bas. Donc là, comme vous le voyez, on donne avant l'injection de GnRH, après l'injection pulsatile de GnRH, et enfin, les résultats avec le traitement, le résultat du traitement avec Moucha A. Maintenant, avant l'injection, qu'est-ce qu'on constate au niveau, n'est-ce pas, de la quantité ou du taux de LH chez les patients? Et également le taux ou la quantité de testostérone qu'on obtient. Oui, qui peut nous dire? Ndeye Yacine? Avant l'injection, Mhm, le taux de LH mhm, est presque nul. mhm. Donc, il n'aura pas de... Voilà. Avec un taux ou avec euh, une quantité de testostérone de 63. On est d'accord? oui. Voilà. Maintenant, après l'injection pulsatile de GnRH, qu'est-ce qui se passe? On voit que Le taux de LH mhm, se fait de façon pulsative. voilà, on va dire augmente et aussi ou varie ou aussi entre, n'est-ce pas, une valeur minimale de 10, n'est-ce pas, et une valeur maximale d'environ 30. 30. Oui. On est d'accord? OK? Donc voilà, n'est-ce pas, ce qu'on peut dire. Et pour la testostérone, on a une valeur, n'est-ce pas, de 500. Donc, très largement supérieure au premier cas de figure. Et pour Mouche A, qui a subi le même traitement que ses patients, qu'est-ce qui se passe? On voit que malgré le fait qu'on ait donné à Mouche A une injection pulsatile de GnRH, ça ne change pas, n'est-ce pas, la production de LH. Son LH ou sa concentration en LH reste toujours anormalement, n'est-ce pas, faible. De même que la concentration plasmatique de testostérone qui reste également anormalement faible. Vous suivez? Donc, maintenant, ici, on va dire quoi finalement? Donc, pour, n'est-ce pas, toujours l'exploitation du document, on va dire que ce document donc ce document représente quoi? La variation
la concentration plasmatique de LH et de testostérone avant et après injection de GnRH chez des patients et chez Monsieur A. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'avant l'injection, et là c'est important aussi, hein. Donc quand vous avez ces situations-là, où on vous dit avant et, OK, ou avant, pendant, ou voilà. Donc, il faut toujours, n'est-ce pas, préciser ces deux situations, parce que chaque situation, en fait, va traduire une réalité. OK. Et maintenant, toujours quand on donne la situation avant, c'est déjà pour mieux apprécier la situation après. Donc, ce qui fait que vous, dans l'exploitation, dans l'analyse, et donc, il faut évoquer donc ces deux cas de figure, donc la situation avant et la situation après. Et d'ailleurs, ça nous permettra après de mieux voir en réalité les modifications, en tout cas les changements qu'on va noter. Et tout de suite, on pourra comprendre, voilà, ou mieux expliquer pourquoi on a eu ça et pas ça, par exemple. Bon, Awa a levé la main, oui, oui, rapidement, Awa a levé la main, de même que Fatoumata. Fatoumatou, oui, ouvrez le micro et parlez rapidement, oui, Fatou. Monsieur, on peut, Mhm. à l'examen, on peut commencer directement en disant on constate que. Oui, Hein, bon, monsieur? oui, c'est acceptable, en fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Normalement, bon, voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais tout le monde sait que, donc, quand on fait l'analyse, c'est plusieurs parties. Donc, il y a d'abord la présentation du document, c'est important, bon, pour ne pas dire indispensable, Oui, voilà. Mais quand même, c'est important de présenter le document avant d'entrer dans le vif du sujet. oui, Voilà, c'est-à-dire dans l'analyse à proprement parler. oui, Voilà, mais quelqu'un qui commence par, on constate que, bon, directement, sans passer par la présentation du document, bon, ça aussi, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là, mais il est toujours préférable de présenter le document avant d'attaquer, n'est-ce pas, l'analyse oui, en tant que tel. oui, C'est bon? Voilà, donc je disais, oui, donc on constate, OK? Donc, on constate, donc je disais, qu'avant injection, donc avant l'injection, virgule, donc avant l'injection, on va dire chez les patients, chez les patients, virgule, la concentration plasmatique de LH est presque nulle avec une concentration plasmatique de testostérone
de 63 nanogrammes par décilitre. Ok. Mais après injection pulsatile, bon, j'ai vu dans le chat que quelqu'un a parlé de cela. Voilà, c'est-à-dire injection pulsatile, oui, il faut le préciser, c'est important, parce que vous le savez, que bon, pour ces hormones-là, ils agissent à petite dose, donc de façon, n'est-ce pas, pulsatile, donc par pulse. Maintenant, si on avait fait donc une injection continue, certainement, on n'aurait pas eu ces résultats-là. Donc, c'est important également de montrer que l'action, en fait, c'est une action pulsatile, donc, là, mais pas une action continue. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, j'ai vu dans le chat, quelqu'un l'a évoqué, c'est important de le dire. Donc, je disais, pré-injection pulsatile de GnRH, la concentration plasmatique donc la concentration donc, plasmatique de LH varie entre 10 et 30. Bon, ça c'est UI par litre. Avec une concentration plasmatique de testostérone de 500 grammes par décilitre. Non. Cependant, chez monsieur A, pré-injection pulsatile de GnRH, le taux plasmatique de LH est anormalement bas, de même que le taux de testostérone. Donc voilà, n'est-ce pas, pour le document 2. Maintenant, oui, Nafissatou dit qu'elle a un problème pour faire une hypothèse. Bon, maintenant, pour l'hypothèse, ce qu'il faut comprendre, l'hypothèse, en fait, c'est une supposition qu'on fait. Donc, par rapport à une situation donnée, une supposition, voilà, un avis, si vous voulez, voilà, mais qui peut être infirmé ou confirmé, généralement. Maintenant, l'hypothèse, on la formule souvent sous une forme conditionnelle. OK? Et maintenant, pré-vérification, s'il s'avère qu'effectivement la supposition était correcte, là maintenant, ça nous permet d'affirmer, de dire que donc l'hypothèse était juste ou correcte. Et si ce n'est pas le cas, on dira que donc l'hypothèse est fausse. Mais retenez que donc, quand on dit, quand on demande de formuler une hypothèse,
c'est un avis qu'on demande, une supposition qu'on demande par rapport à une situation donnée. Voilà. Et maintenant, la supposition ou l'avis peut être confirmé ou infirmé. Voilà, par une situation, n'est-ce pas, qu'on va faire, ou bien par des expériences, ou en tout cas par, n'est-ce pas, des informations qu'on mettra à notre disposition. Une fois exploitation nous permettra de voir est-ce que ce que nous avions dit ou pensé, n'est-ce pas, était correct ou pas. OK? C'est bon? Maintenant, ici, une fois qu'on a fait, on va dire, l'exploitation du document, maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer ici? Quelle déduction on peut faire? Oui, ici. Oui, Maguette. Oui, il faut ouvrir le micro. On peut dire que ici, l'absence de la GNRH entraîne un déficit de LH. Bon, répétez, vite. Ici, on peut dire que, L'absence de la GNRH oui, entraîne un déficit de LH. relâche. Mais est-ce que ici, la GNRH est absente? Non. Parce que ici, on a dit qu'on a fait des injections pulsatiles. Non, ça veut dire quoi? On a mis à disposition la GNRH. OK? Et justement, cette mise à disposition de la GNRH a permis de corriger, n'est-ce pas, les symptômes qu'on avait chez les patients. Parce que ça a permis après de nous retrouver avec une production de LH qui oscillait entre 10 et 30, avec Oui. une production de testostérone de 500. Ça, on l'a fait. Mais le problème que nous avons, c'est avec monsieur A. Parce que lui, on a fait la même chose chez lui, mais on n'a pas eu les mêmes résultats que chez les patients. Parce que chez lui, même si on avait fait donc l'injection pulsatile, ça n'a pas changé. Parce que le taux va rester, de LH va toujours rester, n'est-ce pas, très, 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 très faible, anormalement faible. Alors qu'il a reçu, comme les patients, donc la GNRH. C'est ça le problème que nous avons. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, euh, dire ici? Oui, Ndeye Yacine, levez la main. L'hypothalamus Oui, contrôle la sécrétion de LH. l'hypothalamus contrôle la sécrétion LH de LH. par l'hypophyse à travers le GNRH. Non, attention. Est-ce que vous avez bien compris la situation? Attention. Parce que ici, si on fait abstraction du premier document qu'on a... oui, 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 qui veut parler, qui voulait... OK, donc je disais, et ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons une situation. C'est quoi la situation? On a monsieur A et des patients, donc des malades, qui présentaient les mêmes signes, les mêmes symptômes, c'est-à-dire une production très faible de LH. Et donc, tout le monde sait que quand on a une production très faible de LH, évidemment, on a une production aussi très faible de testostérone, puisque la testostérone est influencée par la LH. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pour soigner les patients, on a décidé de leur injecter la GNRH. Mais quand on l'a fait, effectivement, on s'est rendu compte que en injectant la GNRH aux patients, ces patients arrivaient maintenant à produire la LH normalement. Ce qui n'est pas le cas pour M. A. Lui, même si on lui donne la GNRH pulsatile, de façon pulsatile, comme chez les patients, lui, il n'arrive pas à produire la LH. Est-ce que vous voyez? OK? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut tirer donc comme déduction? Oui, quelqu'un? Donc, pour toujours ce genre d'exercice, il faut toujours avoir à l'esprit les relations fonctionnelles existant entre les différents organes. OK? Notamment, il faut toujours situer, n'est-ce pas, l'élément central qui commande les éléments intermédiaires qui sont sous sa dépendance. OK? Donc, dès qu'on vous dit GNRH, automatiquement, on doit penser à quoi? La GNRH est produite par quoi? Par qui? Par l'hypophyse. La GNRH, Par l'hypothalamus. Par... l'hypothalamus. C'est vrai que donc l'émission ou la libération se fait au niveau de l'hypophyse. Mais parce que ce sont des neurones hypothalamiques qui produisent la GNRH. Mais dans le corps cellulaire, ou bien plutôt les hybarisations, se trouvent au niveau de l'hypophyse antérieure. Ok? Et c'est là où l'hormone est libérée et l'hormone pourra agir sur l'hypophyse. Ok?
Mais quand on évoque la GNRH, c'est toujours l'hypothalamique, donc qui est l'élément central qui le produit et donc qui va agir sur l'hypophyse. Maintenant, ici, on dit que, parce que tout à l'heure, on avait dit que chez M. A, on avait un problème d'hypophyse qui ne produisait pas normalement la GNRH. OK? Mais on sait que l'hypophyse, pour produire la GNRH, pour produire donc, plutôt l'hypophyse, pour produire euh, les hormones gonadotrophiques, c'est-à-dire LH, FSH, il faut que l'hypophyse soit influencée, n'est-ce pas, par l'hypothalamus. Comment? À travers la GNRH. Vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi finalement? Donc, ça veut dire que on a une production normale de GNRH. En principe, on doit s'attendre à ce que donc l'hypophyse produise également normalement la LH ou la FSH. Mais nous, le problème que nous avons, c'est que monsieur A, contrairement aux patients, n'arrive pas à faire cela. Les patients ont pu le faire et justement, le problème a été réglé parce qu'ils ne produisaient pas de LH, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que l'hypophyse ne produisait pas de LH. Mais pour produire la LH, il faut l'action de la GNRH. C'est ça qu'on leur a donné de façon plus facile. Et quand on l'a fait, on s'est rendu compte que maintenant, leur hypophyse produit normalement la LH. Mais tel n'est pas le cas chez Moussa A. Lui, malgré le fait qu'on lui ait donné la GNRH de façon pulsative, cette GNRH-là donnée n'a pas pu permettre à l'hypophyse de produire la LH. Vous comprenez? Maintenant, une fois l'exploitation, maintenant, qu'est-ce qu'on peut donc tirer comme, n'est-ce pas, déduction par rapport à ce qu'on a dit dans l'exploitation, dans l'analyse? Oui, Maguette a levé la main, Cordo aussi a levé la main. Qui va parler entre vous deux? Ouvrez le micro. Donc, on peut en déduire que l'hypophyse de monsieur A est défectueuse. Et défectueuse. Oui. Oui, mais on ne va pas le dire comme ça. Oui, c'est l'idée, oui, mais on ne va pas le dire comme ça. Au lieu de défectueuse, on va dire quoi? Quel est ici le problème de l'hypophyse de Moussa? L'hypophyse n'arrive pas à faire quoi? N'arrive pas à produire des hormones LH. Oui, pourquoi n'arrive pas à produire? Malgré que l'hypophyse reçoit la génération qu'on lui a donnée de façon pulsative. C'est parce que, tout simplement, oui, qui va le dire? Parce que l'hypophyse n'est pas sensible à la GNRH. L'hypophyse n'est pas réceptive par rapport à la GNRH. Comprenez? Parce qu'on sait que les hormones agissent sur leur cible, il faut que ces hormones puissent se fixer sur les récepteurs qui leur sont spécifiques. Ça, c'est la règle de base. Les hormones, les neurotransmetteurs qu'on vient de voir, etc. Donc, tous ces éléments-là plutôt, vont se fixer sur le récepteur pour avoir un effet sur leur cible. Donc, la GNRH qui a été donc produite par l'hypothalamus va agir ou doit agir sur l'hypophyse. Mais pour agir sur l'hypophyse, donc, il faut que l'hypophyse soit réceptive. Il faut que l'hypophyse soit sensible à la GNRH. Mais s'il n'y a pas une sensibilité de l'hypophyse par rapport à la GNRH, donc l'hypophyse ne pourra pas répondre à l'action de la GNRH. Et ce qui s'est passé chez Moussa A, malheureusement, donc contrairement aux autres patients où ils n'ont pas ce genre de problème, donc parce que dès qu'on leur a donné donc la GNRH, l'hypophyse s'est mis à produire la LH. Mais pour Moussa A, tel n'a pas été le cas. Parce que malgré le fait qu'on lui ait donné la GNRH, ça n'a pas pourtant eu un effet, puisque la production va rester très, très, très faible alors qu'on lui a donné la GNRH. Donc, ça veut dire quoi? La GNRH donnée à monsieur n'a pas eu d'effet. Pourquoi ça n'a pas eu d'effet? Parce que l'hypophyse n'a pas été sensible à cela. L'hypophyse n'a pas été réceptive à cela. Vous comprenez? Et donc, cette non-sensibilité de l'hypophyse par rapport à la GNRH va faire que ce dernier ne va pas, n'est-ce pas, agir ou répondre favorablement à l'action de la GNRH. Donc, du coup, il ne va pas produire, n'est-ce pas, la quantité ou bien le taux voulu ou en tout cas attendu, comme on l'a chez les patients qu'on a traités. Donc ici, on va dire, donc, chez Mouche A, l'hypophyse est insensible à la GNRH. Si vous voulez, on peut dire ce qui ne lui permet
pas alors de produire normalement la LH et la testostérone. Donc voilà ce qu'on peut dire ici, donc par rapport, n'est-ce pas, à ce document. Donc on voit que ici, c'est un problème de réceptivité de la GNRH que l'hypophyse de Moucha a. Donc malgré que l'hypothalamus joue bien son rôle, parce qu'il semble donner normalement, produire normalement la GNRH, mais malheureusement, cette GNRH n'a pas eu d'effet, n'est-ce pas, sur l'hypophyse de Moucha A, ce qui fait que le manque d'effet de la GNRH sur l'hypophyse n'a pas permis à cette dernière de produire normalement la LH, ensuite permettre la production de la testostérone. Donc voilà, chers élèves, n'est-ce pas? Donc, ce que nous pouvons donc dire sur, n'est-ce pas, ce document 2. Et maintenant, le dernier document, document 3, voilà, donc j'ai vu au niveau du chat que remonter un peu, je crois. Remonter un peu, non. Ok, donc je vois que donc c'est ouais, Aboubakar qui nous a rejoint. Donc voilà, il dit que, est-ce qu'on peut dire que la GNRH n'a pas d'effet? Voilà, c'est ça. Bon, plus ou moins, donc n'a pas d'effet, comme on a dit, donc, parce que l'hypophyse n'a pas été sensible à son action ou à son effet. Maintenant, le troisième document, donc, nous donne, bon, il y a d'abord le document 3A et 3B. Dans le 3A, on dit que le récepteur de la GNRH est une protéine de la membrane des cellules de l'hypophyse antérieure. Le document représente un extrait de la séquence d'acides aminés de cette protéine. Les autres acides aminés sont identiques. Et là, on donne une portion, n'est-ce pas, de la séquence. Et la portion, elle est comprise entre l'acide aminé numéro 166 et 171. Donc, c'est cette portion-là qu'on a donnée pour l'individu témoin et pour monsieur A. Et quand on compare les séquences, on voit tout de suite qu'on a un petit problème chez monsieur A, puisque il semble que donc la sérine, n'est-ce pas, que nous avons ici, donc si vous regardez bien le document, nous avons ici une sérine, voilà, là la sérine. Donc, et cette sérine-là, ici, chez monsieur A, a été remplacée par l'arginine. Donc, la sérine remplacée par l'arginine. Donc, ici, pour l'analyse du document, on va dire 3A, donc on va dire ce document représente un extrait de la séquence d'acides aminés de la protéine constituant le récepteur de la GNRH sur la membrane des cellules de l'hypophyse antérieure. Maintenant, on constate quoi? On constate que chez monsieur A, la sérine, bon, c'est 168. Bon, parce que si on compte, on a 166, qui est la leucine. Après, il y a la sérine qui suit, 167. Après, deuxième sérine, c'est le 168. Donc, la sérine 168, donc chez les individus sains, est remplacée par l'arginine. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Donc, on voit qu'en comparant donc les deux séquences protéiques, on se rend compte que la séquence protéique chez monsieur A, au lieu d'avoir la sérine
de la position 168, cette sérine 168 a été remplacée par une arginine. Ok? Donc ici, maintenant, ceci, comment on l'appelle ce phénomène-là? On a ici quoi en fait en réalité? Bon, on sait que la séquence qu'on a donnée, c'est une séquence correspondant donc au récepteur qui se trouve sur la membrane de l'hypophyse antérieure. Donc récepteur, comme on a dit tout à l'heure, qui normalement doit recevoir la GNRH, l'exciter ou en tout cas pour l'activer, pour que maintenant l'hypophyse puisse produire donc la LH. Mais ici, on voit que chez Mouche A, contrairement aux individus qui sont normaux, chez Mouche A, à la place de la sérine qu'on devait avoir à la position 168, cette sérine est remplacée par l'arginine. Donc ici, ce remplacement-là de la sérine par l'arginine, comment on l'appelle en fait? C'est une? Oui, Nathalie, donc Neftali, oui, a dit que c'est une substitution. Oui, c'est une substitution. C'est une mutation par substitution. Ok? Donc, on a un remplacement d'un acide aminé par un autre, par le phénomène donc d'une mutation. Ok? Et ceci a fait que le récepteur n'est plus réceptif à la GNRH, ce qui fait que même si vous donnez la GNRH, ça n'aura pas d'effet, ça n'aura pas d'impact, puisque le récepteur n'est pas fonctionnel comme il devrait l'être normalement. Donc, on va dire ici, donc chez Moussa A, une mutation survenue au niveau du récepteur de la membrane des cellules de l'hypophyse ne permet pas une bonne fixation des molécules de GNRH. Des molécules de GNRH. Donc voilà donc ce que nous avons. Maintenant, document enfin 3B. Donc on dit que la fixation de la GNRH sur son récepteur provoque normalement une augmentation de la production d'inositol phosphate, qu'on appelle IP, dans la cellule hypophysaire. L'IP est nécessaire à la production de LH et de FSH par la cellule. En mesurant la quantité d'IP dans les cellules, on évalue quoi? Dire indirectement l'activité du récepteur et la production de LH et FSH. Maintenant, le document que nous avons ici représente la quantité d'IP produit par des cellules hypophysaires d'un témoin et des cellules hypophysaires de Mouche A en présence de concentration croissante de GNRH. OK? Et là, comme vous le voyez, donc nous avons ici, donc pour Mouche A et pour le témoin, donc l'individu normal, donc la production d'IP en fonction des taux, n'est-ce pas, de GNRH, donc croissant de GNRH. Donc au début, on avait des taux assez faibles, des taux de base. Bon, là, on voit que si on a des taux de base, la production est la même chez les mouches A et chez le témoin. Mais si on augmente, n'est-ce pas, la concentration de GNRH, on voit que là où le témoin affiche une augmentation de la production d'IP, pour mouche A, ce n'est pas le contraire. Donc, les taux sont restés toujours anormalement faibles. Et là, quel que soit, n'est-ce pas, par ailleurs, la concentration de GNRH, n'est-ce pas, donnée, n'est-ce pas, si on l'augmente progressivement, chez le témoin, on note une augmentation de la production d'IP, contrairement à mouche A où les taux sont restés toujours très faibles. Donc voilà ce que nous avons. Donc là, on va dire que ce document représente, donc pour l'analyse, la variation de la production IP en fonction des concentrations
croissante de GNRH. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que on constate pour le témoin que plus la concentration de GNRH augmente, et plus la production d'IP augmente. Par contre, pour M. A, pour lui, quelle que soit la concentration de GNRH, la production d'IP reste faible et constante. Donc voilà pour M. A. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut donc dire? Oui, il peut faire le résumé. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme résumé? Personne? Oui, Abakar, So, il faut ouvrir le micro, Abakar. J'ai- Ouais. On peut dire que le problème se trouve dans les récepteurs de M. A, de l'hypophyse de M. A. M. A. Ouais. Oui. Donc, c'est un problème de fixation, en fait, de GNRH. Voilà. Donc, ici, on voit que, n'est-ce pas, même si le taux de GNRH était très élevé, n'est-ce pas, ça ne permettait pas de synthétiser, n'est-ce pas, l'IP. Et si on n'a pas l'IP, on ne peut pas avoir donc de FSH ni de LH. Donc ici, nous avons un problème de fixation, n'est-ce pas, de la GNRH sur les récepteurs, hein, hypophysaires, des cellules hypophysaires. Donc, on va dire, donc, chez M. A, la mauvaise fixation GNRH ne permet pas une production d'IP, une production suffisante, on va dire, d'IP. Donc, chers élèves, arrivé à ce niveau-là, il faudrait maintenant faire ce qu'on appelle une synthèse. Donc, la synthèse va marquer en fait donc la fin du travail. Et comme j'ai dit, elle va consister en fait à regrouper l'ensemble des informations, donc à les intégrer en vue de répondre à la question, hein, de départ. Oui, Fatoumata, allez-y. Monsieur, pouvez-vous revenir sur le document 3A, s'il vous plaît? C'était l'heure de la prière, Martha. OK, pour le 3A, Oh. bon, peut-être on va revenir un peu en arrière. Voilà, 3A. OK. Maintenant, pour le 3A, donc on a dit que, bon, il faut venir par là. Oui. OK, maintenant, pour le 3A, on a donné en fait les récepteurs de GNRH qui se trouvent au niveau de la membrane de la cellule hypophysaire. Maintenant, ces récepteurs-là sont des protéines. Et comme vous le savez, une protéine est déterminée par une séquence d'acides aminés. Donc là, on a donné une séquence d'acides aminés, n'est-ce pas? Mais on a juste donné une portion de la séquence. Donc, on a donné la séquence entre
la position 166 et la position 171. OK? Et là, pour l'individu qui est normal et pour l'individu malade, c'est-à-dire mouche A. Et quand on le compare, on voit que la sérine qui occupe la position 168, parce qu'on a commencé par 166, donc leucine, c'est 166. La première sérine, c'est 167. Deuxième sérine, 168. Valine, 169. Phénylalanine, 170. Alanine, n'est-ce pas, 171. Donc, si on compare, on voit que le problème qu'il y a chez monsieur A, c'est que la sérine, deuxième sérine, n'est-ce pas, de la séquence normale, a été remplacée par l'arginine. Et donc, c'est ce remplacement-là, n'est-ce pas, de la sérine par l'arginine, qui certainement a fait que le récepteur, n'est-ce pas, de la GNRH sur la membrane des cellules hypothalamiques n'est plus fonctionnel, donc, et n'est plus réceptif donc à la GNRH. C'est bon? Oui. Voilà. Donc maintenant, on va rapidement faire la synthèse parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Maintenant, pour la synthèse, je disais qu'en fait ici, donc on va faire, n'est-ce pas, une intégration de l'ensemble des informations qu'on a tirées ça et là. Donc, des 3 ou 4 documents qu'on nous a donnés pour maintenant répondre à la question qui a été posée à l'entame. C'est-à-dire d'expliquer pourquoi chez Moucha A, la production, n'est-ce pas, en LH était anormalement faible, de même que la production de testostérone, qui aussi explique un peu pourquoi, n'est-ce pas, nous avons ces organes, voilà, testicules et autres, donc qui étaient pas également normal avec, n'est-ce pas, des tailles qui étaient assez petites. Donc, on va dire quoi? Pour faire la synthèse, donc au vu de l'exploitation des documents, il semble que la faible concentration plasmatique de testostérone chez monsieur A ainsi que le retard de puberté et faible, petite taille, on va dire, et petite taille des testicules soit lié à l'hypophyse antérieure. En effet, la membrane des cellules hypophysaires présente une mutation au niveau des récepteurs à GNRH. Cette mutation résultant de la substitution je viens d'écrire, de la substitution de l'acide aminé
168 par une arginine ne permet pas la fixation de la GNRH. Ainsi, on assiste à une production anormalement faible de LH et de FSH. Et par conséquent, une production anormalement faible de testostérone. Voilà, chers élèves. Donc, le résumé ou la synthèse, n'est-ce pas, qu'il fallait faire par rapport à cet exercice où on mettait en nu, en fait, une mauvaise réceptivité, n'est-ce pas, des récepteurs à GNRH, pouvant impacter, n'est-ce pas, on va dire, la production, n'est-ce pas, hormonale, pouvant aussi être à l'origine des problèmes que nous avons observés chez Moucha A, notamment la taille de ces testicules qui étaient petits, notamment également l'absence, n'est-ce pas, des caractères donc liés à la puberté. Donc voilà, chers élèves, donc ce qu'il fallait voir pour une situation d'intégration. Donc toujours le principe, il est simple, il n'est pas compliqué. Donc on vous donne un ensemble de documents. Chaque document véhicule une ou des informations qu'il faut aller chercher, donc à travers une analyse. Et maintenant, une fois qu'on les a, on fait un résumé ou bien une déduction ou bien une petite conclusion par rapport à cela. Et quand on a fini tous les documents, maintenant, il s'agira donc de les intégrer, n'est-ce pas, pour répondre, n'est-ce pas, à la problématique, en tout cas au problème qu'on nous pose, qu'on nous a posé, donc à l'entame. Donc voilà, chers élèves, donc ce que j'ai voulu vous proposer, n'est-ce pas, euh, en guise de révision sur la leçon concernant donc la reproduction chez les mammifères. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas eu le temps de terminer, d'aborder le deuxième exercice, donc qui parle un peu du muscle et du cœur combiné, donc voir un peu qu'on appelle le comportement de ces deux muscles-là par rapport donc aux différentes extensions. Mais il n'y a pas de souci par rapport à cela. Donc, le cours est non seulement enregistré, mais également vous aurez le corrigé qu'on va vous proposer également au niveau donc de ce panel. Donc voilà, j'ai été ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc j'espère qu'on se retrouvera également, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc pour d'autres thèmes qui vous permettront de, comme j'ai dit, mieux préparer en toute tranquillité et sérénité. Donc l'examen qui va bientôt arriver. Donc bon courage à tous. Et vraiment, ne baissez pas les bras, il faut y croire et vous battre. Bon, Awa a levé la main rapidement. Awa. Oui, le micro. Monsieur, quand est-ce qu'on fera le dernier exercice? Bon, ça que je suis en train de dire. Donc, le dernier exercice, bon, vous l'aurez, le corrige dans tous les cas, vous l'aurez. Mais aussi, il ne faut pas oublier que, bon, nous, on ne fait que vous accompagner. Mais les véritables acteurs, c'est vous. Donc, travaillez, n'est-ce pas? C'est important. Maintenant, le corrigé, vous l'aurez. Mais pour moi, il ne s'agit pas de regarder le corrigé. Faites l'exercice comme si vous n'avez pas le corrigé. Et puis maintenant, confrontez ce que vous avez fait avec le corrigé. Ça permettra de voir un peu
Donc là, vous avez pêché ou pas. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, nous, maintenant, peut-être le timing qu'on nous donne parfois, c'est limite. D'autant plus que, bon, parfois, on a des questions. On est obligé de répondre à ces questions-là parce que, bon, on ne veut pas ignorer des questions qu'on nous pose qui font que, malheureusement, bon, on n'a pas peut-être toujours le temps de tout faire. Voilà. Mais le plus important, c'est que vous compreniez. C'est le plus important. Donc, même si on ne fait qu'un exercice, mais qu'on le fasse bien et que tout le monde le comprenne. Donc, ça passe que donc c'est plus profitable. Mais comme j'ai dit, donc vous ne perdez rien parce que dans tous les cas, donc les corrigés, vous les aurez, Inch'Allah. Voilà. C'est bon. Donc, on se retrouve, Inch'Allah, donc la semaine prochaine. Bon, comme vous le savez, moi, je suis programmé pour les samedis de 18h à 20h. Et Mouche Diouf, il vient les jeudis. Voilà. Merci et bon courage à tout le monde. À bientôt.